Voici l'histoire d'une famille qui s'est battue contre la mafia. On gagnait notre vie honnêtement, et on nous en a empêchés. Une histoire qui témoigne de l'arrogance et du pouvoir de l'empire caché du crime. Ils étaient quasiment invulnérables à cette époque. On n'imaginait pas sérieusement pouvoir faire tomber un parrain de la pègre. Voici comment le courage de deux honnêtes commerçants a permis à la police d'écouter les conversations les plus secrètes de la mafia. Il faut qu'on les tue. S'ils s'approchent trop près de nous, on les tuera. Comment lutter contre l'enregistrement de sa propre voix? Pouvez-vous nier ce que vous avez dit? Découvrez comment le pouvoir de la mafia fut enfin brisé et le prix payé par ceux qui osèrent la défier. Long Island, aux abords de New York City. Un univers de pelouse impeccable et d'immenses pavillons. Cette banlieue chic incarnait à la fois la réussite sociale et le rêve américain. Mais sous l'envers du décor se cachait un véritable cauchemar. J'ai toujours entendu parler de l'existence de la mafia depuis ma plus tendre enfance. Ma mère prenait souvent la voiture pour m'emmener à l'école, à mes cours de piano et à d'autres endroits. Et un jour, elle m'a dit, « Tu sais, si je t'emmène aussi souvent, c'est parce que j'ai besoin de te surveiller. J'aimerais que tu sois très vigilante, surtout quand tu attends à l'arrêt de bus, parce que ton père a reçu des menaces vis-à-vis de son travail. » Jerry, le père de Cathy, venait d'une famille d'immigrés tchèques. Dans les années 50, il a monté son entreprise de ramassage des ordures ménagères. Si aujourd'hui les camions qui parcourent les rues de Long Island appartiennent à des entreprises légitimes, les choses étaient bien différentes du temps de Jerry. Il y a 50 ans, le marché de la collecte des ordures connaissait un problème très difficile à régler. Il était contrôlé par la mafia, et tout le monde était au courant. Tous les tarifs étaient fixés à l'avance. Et absolument tout était contrôlé par un des principaux clans du crime organisé. Afin de s'adapter aux réalités du marché, Jerry Kubeka décide de s'associer avec la mafia. Il y avait une sorte d'entente entre eux, selon laquelle personne n'était censé prospecter de nouveaux clients en dehors de son territoire. Le problème de Jerry était qu'à la différence des autres éboueurs de Long Island, il n'était pas italien. Malgré les cotisations qu'il reversait à la mafia, il fut mis sur la touche. En 1977, Jerry en eut marre de lutter. Il confia son entreprise à son fils, Robert, ainsi qu'à son gendre, Donald, le mari de Cathy. Robert et Donald étaient brillants et ambitieux. Robert avait fait des études de commerce et il n'avait pas l'intention de jouer selon les règles de la mafia. Mon frère voulait pouvoir gagner sa vie comme n'importe quelle autre personne, en travaillant honnêtement. Pour lui, la seule façon de gagner du territoire, c'était d'être compétitif. Il ne supportait pas la politique du milieu. Ça l'énervait au plus haut point, ça le rendait fou. Mais Robert jouait avec le feu. Dans les années 70, la mafia battait des records en termes de pouvoir et d'influence. À New York, 5 familles de mafieux contrôlaient des secteurs entiers de l'activité économique. Comme le bâtiment, les docks ou le textile.
Sans parler des autres activités criminelles tout aussi lucratives. À Long Island, la collecte des ordures était sous le contrôle de la famille Lucchese, un clan fondé dans les années 30 et dirigé par un parrain de la vieille école du nom de Tony Corallo. Tony Dux Corallo, le chef du clan, était un personnage très particulier. Plutôt bourru. Il était calme, paisible et très intéressant. Le rôle de Corallo consistait presque uniquement à aller voir des personnes et à les fixer du regard pour que tout rentre dans l'ordre. Il en savait long sur New York. Il était au courant de beaucoup de choses, notamment des syndicats, des contrats des syndicats, des négociations. Avant, son domaine de prédilection était le racket des travailleurs. Corallo était connu sous le nom de Tony Dux pour sa capacité à échapper à la justice sans y laisser de plume. À Long Island, le clan des Lucchese régnait en toute impunité. Lorsque les Kubeka décidèrent de concurrencer ouvertement la pègre sur le marché de la collecte des ordures, le clan des Lucchese prit cela comme un affront direct à leur pouvoir et à leur autorité. Ils étaient considérés comme des rebelles. Un jour, ils sont venus au dépôt et ils ont giflé mon frère en faisant voler ses lunettes. Puis ils l'ont menacé de le tuer ou de le tabasser. Ils mettaient du sucre dans les réservoirs des camions. Une fois, ils ont même jeté un cocktail Molotov dans la cabine d'un camion que mon mari conduisait, juste après qu'il soit sorti. Finalement, au début des années 80, Robert se tourna vers les autorités. Il a pris contact avec un de nos enquêteurs pour lui parler des problèmes qu'il rencontrait et des pressions qu'il subissait. Et il lui a dit qu'il recevait des menaces par téléphone provenant toujours de la même personne. Ron Goldstock dirigeait le service de lutte contre le crime organisé de l'État de New York. Situé dans ce petit bâtiment au nord de la ville, ce service employait plus d'une cinquantaine de personnes. Comme la plupart des services chargés de lutter contre la mafia à cette époque, les troupes étaient démoralisées. Quand je suis arrivé là-bas le premier jour, certains agents lisaient le journal les pieds sur la table. Aucune enquête n'était en cours et des dossiers avaient dû être abandonnés suite à des échecs. Donc, d'un côté, le problème était qu'il ne se passait rien. Mais en même temps, c'était l'occasion idéale pour tout reconstruire depuis le début et mettre en place une véritable organisation. Ron Goldstock donna un second souffle à son service en le restructurant et s'entourant d'experts venus de l'extérieur. Mais à Long Island, le monde de la mafia semblait impénétrable par les autorités et de ce fait, l'arrivée de Robert Kubeka, prêt à offrir son aide, fut une véritable bénédiction. C'était un rebelle. Il voulait faire quelque chose pour changer tout ça et avoir lui aussi sa part du gâteau. C'était quelqu'un de réfléchi et qui nous a beaucoup aidés. Kubeka accepta de porter un micro pour rencontrer ses confrères. Ce fut le début d'un processus qui aura des effets dévastateurs sur la mafia new-yorkaise. Les enregistrements confirmèrent les déclarations sous serment de la famille Kubeka, en donnant des détails sur le harcèlement dont ils étaient victimes. Ceci mena les enquêteurs sur la piste de Sal Avellino. Sal Avellino était le spécialiste de ce secteur pour le clan des Lucchese. Il contrôlait toute la collecte des ordures ménagères. Suite à la déclaration sous serment de la famille Kubeka, le tribunal autorisa la police à mettre le téléphone d'Avellino sur écoute. Les enquêteurs découvrirent qu'en plus de contrôler le marché des ordures de Long Island, il exerçait une autre activité encore plus intéressante. Il était aussi chauffeur pour Tony Dux Corallo.
Avellino roulait dans une belle Jaguar noire dans laquelle il emmenait Corallo. Chaque matin, Avellino passait prendre le parrain du clan Lucchese chez lui à Long Island et l'accompagnait à ses rendez-vous d'affaires. Ron Goldstock les soupçonnait de ne pas simplement parler de la pluie et du beau temps. Notre prochaine étape était donc d'espionner ces conversations avec Corallo dans cette voiture. Les agents trouvèrent une voiture identique. Durant plusieurs semaines, ils s'entraînèrent à placer un mouchard derrière le tableau de bord le plus vite possible. Et la bonne occasion se présenta enfin en mars 1983, lorsque Sal Avellino assista au gala annuel des éboueurs en laissant sa voiture à l'extérieur. Le parking était désert à cause des pluies torrentielles, et 3 agents qui enquêtaient sur Avellino saisirent leur chance. On a tendu une bâche au-dessus du véhicule. On est entré dans la voiture. On a placé le mouchard le plus vite possible. Et on s'est éloigné du véhicule. 2 jours plus tard, on possédait des enregistrements clairs et de bonne qualité. Il travaille hors de ses limites. Il dit que c'est à cause de Tony qui se taille la plus grosse part du gâteau, et c'est justement son problème. Parce que c'est son territoire. Laisse-le se plaindre à Fat Tony. Et il dit que c'est chez lui. Alors laisse-le se plaindre à Fat Tony. Écoute bien, s'il te plaît. Je t'écoute. Qu'il aille se plaindre à Fat Tony. Pourquoi est-ce qu'il va voir ses tueurs? Fat Tony était Anthony Salerno, le chef du clan des Genovese. Les hommes de Goldstock entendaient déjà les noms des plus grands parrains. Si on écoute les conversations collectées depuis la voiture durant plusieurs mois, on y entend beaucoup de choses pas très catholiques. Mais le plus étonnant est qu'il lui arrivait parfois de se plaindre à son chauffeur à propos de la vie de gangster qu'il menait. Sur cette bande, les 2 hommes parlent de leurs futurs enfants, c'est-à-dire de l'introduction de nouveaux membres dans la mafia. Tu veux des enfants? Non, pas pour l'instant. On verra plus tard. Mais pour l'instant, non. Je changerai peut-être d'avis d'ici 5 ou 10 ans, mais pour l'instant, c'est non. Mais il s'est avéré que l'attitude d'Avellino était hypocrite. Si cette vie était si bien que ça, que ce soit pour toi ou pour moi, si c'était vraiment ce qu'on pense, alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de cette vie pour nos enfants? Si j'étais docteur, dès son plus jeune âge, je dirais à mon fils, plus tard, tu seras docteur. Et si j'étais avocat, je dirais à mon fils, tu seras avocat. Donc il pense sûrement que si cette vie me plaît, je souhaite que mon fils suive le même chemin. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas satisfait de cette chienne de vie. Est-ce que tu comprends? Les enquêteurs réalisèrent rapidement qu'avec Sal Avellino, les Kubeka les avaient conduits sur la cible idéale pour placer un mouchard. Sal Avellino était quelqu'un de cultivé, curieux, et qui voulait en savoir plus. C'est pour ça qu'il posait sans cesse des questions à Corallo. Pour lui, Corallo était son mentor. Sur cette bande, Corallo parle à Avellino de son opposition au trafic de drogue, qui pour lui expose ses hommes à la justice. Je ne peux pas être plus clair que je l'ai déjà été avec certains, parce que je ne veux voir personne toucher à la cam. On les tuera si nécessaire, j'en ai rien à foutre. Ceux qui se livrent au trafic de drogue ne doivent pas pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles. Ils seront bien obligés de se montrer à un moment ou à un autre pour aller dans la rue vendre leurs marchandises. On ne fait pas de trafic de drogue sans aller dans la rue pour refourguer cette merde.
Il faut qu'on les tue, histoire de montrer l'exemple. Tu comprends? Le service de lutte contre le crime organisé en apprenait davantage sur les rouages d'un des clans les plus puissants de la mafia. Mais ils n'étaient pas les seuls à vouloir percer les mystères de la pègre. En plein cœur de Manhattan, une révolution était en route concernant le plus important de tous les services chargés de lutter contre la mafia, le FBI. Quand je suis entré au FBI, en février 1970, nos services n'étaient pas suffisamment équipés pour lutter de manière efficace contre le crime organisé, tel qu'il était implanté aux États-Unis. À cette époque, tout ce qui comptait pour notre organisation était de remplir des statistiques. Les agents étaient évalués sur le nombre de dossiers qu'ils avaient ouverts ou qu'ils avaient bouclés, le nombre d'inculpations qu'ils avaient fait dans l'année, le nombre d'arrestations, et ainsi de suite. John Edgar Hoover, légendaire directeur du FBI, a d'abord nié l'existence de la mafia, en préférant concentrer ses hommes sur d'autres cibles plus faciles. Mais une nouvelle génération d'agents avait pris la relève. Une génération dont le caractère avait été forgé au combat. J'étais au Vietnam en 1967 et en 1968, et j'ai passé la plupart du temps en zone démilitarisée. On était installés sur la zone. On vivait à même le sol, en essuyant des tirs d'artillerie et de roquettes venant du Vietnam du Nord, presque tous les jours. On avait l'impression de ne pas pouvoir riposter de manière adéquate dans le conflit auquel on participait. On était incapable de déployer toutes nos forces pour stopper cette menace. On avait l'impression de ne rien pouvoir faire. C'était vraiment très frustrant. Et en effet, énormément de vétérans du Vietnam ont rejoint la police de New York et aussi d'autres services très importants après la guerre. Personne ne souhaitait voir ce scénario se reproduire un jour. Le crime organisé devint la nouvelle priorité pour le FBI de New York, dont l'organisation fut restructurée à l'image de celle de la mafia elle-même, divisée en 5 clans. On a réorganisé les équipes en suivant les lignes des principaux clans. Et à ce moment-là, j'ai dit, d'accord, voici ce que nous savons sur le clan dont vous êtes responsable. Et ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est enquêter sur les éléments qui nous manquent, comme leur hiérarchie, qui fait quoi, dans quels crimes sont-ils impliqués, quelles sont leurs activités, et quels syndicats est-ce qu'ils contrôlent. La stratégie était désormais de se concentrer non plus sur les hommes de main, mais sur les chefs. Comme les hommes de Ron Goldstock qui enquêtaient à Long Island, le FBI savait que leurs armes les plus redoutables étaient les mouchards et les tables d'écoute. Les mouchards étaient devenus beaucoup plus importants que le reste. S'ils étaient placés correctement là où ils se réunissaient pour organiser leur activité criminelle, on pouvait évaluer l'étendue d'un problème et savoir qui serait impliqué dans les différentes activités. Et c'était la meilleure des preuves qu'on pouvait obtenir. J'étais fier de diriger l'équipe technique chargée de construire notre base de données. On a fait appel à des experts en serrure, en alarme. On a fait appel à des experts en télécommunications, en installation téléphonique. On avait besoin de tous les experts possibles. Il a fallu se mettre dans la peau de plusieurs personnages. Un livreur, un laitier, un fleuriste. On a dû jouer tous ces rôles. Because I told Racanelli, if Spilabotti's price is the same as CNA's price, Racanelli will use Spilabatti. I got Racanelli. You got your garbage, the garment center, unions, and construction.
Dès la fin de l'année 1983, le FBI écoutait les conversations des plus grands parrains de la mafia new-yorkaise. Look at it as a big corporation. You running a big corporation. À la manière du service de lutte contre le crime organisé qui enquêtait à Long Island, les hommes du FBI perçaient tour à tour les secrets de la mafia, comme sur cette bande où un mafioso réprimande un de ses subalternes pour avoir manqué une réunion. Ma femme vient de m'appeler. Tu te fous de moi? Elle m'a dit qu'elle t'avait appelé hier. M'oblige pas à faire de toi un exemple. C'est bien compris? Écoute, John. Attends, j'ai appelé chez toi 5 fois hier. Alors si ta femme te prend pour un con, c'est ton putain de problème. Et si tu continues à te foutre de mes putains de coups de fil, ça va mal se passer. Je me fous de rien du tout. Est-ce que tu seras là demain? Oui, toute la journée. Je me fous que tu sois pour la journée ou non. En tout cas, ne me refais plus jamais le coup de disparaître comme ça pendant 5 jours. Sinon, je te bute. Parmi les cibles principales du FBI se trouvait Fat Tony Salerno, le parrain du clan des Genovese. Le FBI est parvenu à placer un mouchard dans un club de l'East d'Harlem, où Salerno avait établi son QG. Ce fut le mouchard le plus important après celui de la Jaguar. Grâce à lui, les agents écoutèrent avec stupéfaction Fat Tony désigner qui serait le futur patron du puissant syndicat des chauffeurs routiers, représentant presque 2 millions d'Américains, dont des chauffeurs de poids lourds et des éboueurs. On m'a transmis les transcriptions des conversations, et en les lisant, je me suis dit, ces enfoirés contrôlent tout, et ce sont eux qui décident de qui sera à la tête du syndicat national des chauffeurs. J'en croyais pas mes yeux. On savait qu'ils avaient réussi à l'infiltrer, mais pas au point de décider qui en serait le président. Quand j'ai écouté cette conversation et que j'ai compris que ce genre de décision, aussi importante pour tout le secteur du transport routier aux États-Unis, était prise par ces truands, ces criminels, ces escrocs, j'étais abasourdi. Ce triste constat montrait à quel point les 5 clans de New York avaient su s'implanter dans le secteur économique légitime. Mais le FBI et le service de lutte contre le crime organisé firent une découverte beaucoup plus intrigante. On a commencé à comprendre que ces gars-là travaillaient ensemble. Il aurait pu s'agir de clans travaillant individuellement pour l'argent et pour le pouvoir. Mais là, visiblement, ils travaillaient ensemble. Ils se partageaient les activités criminelles. À Long Island, Ron Goldstock, du service de lutte contre le crime organisé, commençait à faire les mêmes observations. Sur le marché de la collecte des ordures, alors que le clan Lucchese contrôlait le syndicat des employeurs, le clan Gambino contrôlait celui des travailleurs. Si quelqu'un se rebellait ou souhaitait démarcher de nouveaux clients, en proposant des tarifs plus attractifs ou un meilleur service, c'est-à-dire en étant compétitifs, leurs employés ne revenaient pas au travail le lendemain. Les 2 clans étaient liés par le marché de la collecte des ordures. Rien que le marché de Long Island a dû rapporter au minimum un demi-million de dollars chacun au clan des Gambino et des Lucchese. Mais les mouchards révélèrent des éléments plus troublants de leur collaboration. Pour la première fois, des enregistrements faisaient référence à ce que les mafiosi appelaient la commission. J'ai dû lui dire au moins 80 fois. Au moins 80 fois. Il n'a pas sa place à la commission. La commission fut mise en place en 1931 par le célèbre gangster sicilien Charles Lucky Luciano. C'était le conseil d'administration des parrains de la mafia.
La commission était essentiellement composée des parrains des 5 clans. Ils se réunissaient pour régler certains Pour éviter les guerres de territoire. Et c'était une idée brillante. Parce que c'est cette organisation qui a permis à la mafia d'étendre son influence à travers tout le pays, pendant plusieurs dizaines d'années, en évitant les guerres des gangs, comme c'était le cas dans les années 20. C'étaient les grands chefs. Et on commençait tout juste à réaliser qu'on obtenait des informations sur la tête de l'organisation. Les autorités prirent une décision majeure. L'objectif n'était plus de s'attaquer à un seul individu ou encore à son clan, mais à toute la mafia de New York en visant les membres de la commission. Cela signifiait mettre de côté les rivalités entre les services, en prenant la décision historique de réunir les enquêtes du FBI et du service de lutte contre le crime organisé. Cela signifiait aussi l'utilisation d'un texte de loi révolutionnaire, mais encore trop peu mis en application. La loi sur le racket, le trafic d'influence et la corruption, la loi RICO. La loi RICO permettait d'arrêter n'importe quelle personne d'une grande organisation prévoyant de commettre au moins 2 crimes et de les faire condamner pour un seul complot. D'après la loi RICO, appartenir à la mafia était déjà un crime. Avant la loi RICO, les autorités menaient une guerre d'usure contre la mafia. Mais ça ne fonctionnait pas. Et souvent, de façon très darwinienne, on éliminait les plus faibles et les plus forts subsistaient. La loi RICO avait pour cible les parrains, même s'ils n'avaient pas directement commis de crimes eux-mêmes. Ça nous permettait d'arrêter n'importe qui dans l'organisation, même les chefs, et de les tenir pour responsables des crimes ayant été commis sous leur autorité. Ça nous a donné davantage de portée pour attribuer directement certaines grandes affaires aux plus hauts membres du crime organisé. Mais les enquêteurs devaient d'abord trouver un crime impliquant des membres de la commission. Les services d'écoute ont repéré un système selon lequel chacune des 5 familles de la mafia prenait sa part sur chaque mètre cube de béton coulé à New York. Ceci entraîna une hausse massive du coût de la construction dans toute la ville. À cette époque, à New York, le mètre cube de béton coûtait 42 $. Et juste à côté, dans le New Jersey, il était à 16 $. Cette implication dans le marché du béton serait un élément clé de l'accusation. Mais pour s'assurer que les prévenus écoperont d'une peine maximale, il fallait un deuxième chef d'accusation, tel qu'un meurtre. Les enquêteurs s'intéressent à un homicide non résolu remontant à 1979 sur la personne de Carmine Galante. Galante était le parrain du clan des Bonanno, qui était la 5e plus grande famille de New York, celle impliquée dans le trafic de drogue. Il était connu pour toucher à la drogue, ce qui était interdit par les autres parrains. Et il était aussi considéré comme un élément incontrôlable. La commission était contre le trafic de drogue. Cela était censé représenter certaines valeurs morales. Mais d'après les conversations de Tony Dux Corallo enregistrées dans la Jaguar, la véritable raison était le risque encouru vis-à-vis des autorités. Et les peines de prison étaient telles qu'elles pouvaient être utilisées comme moyen de pression pour obliger certains à collaborer avec la police. La commission décida de régler le problème selon la tradition. Galante était à l'arrière du restaurant le Joe and Mary, avec plusieurs amis à lui et des gardes du corps. Puis une voiture est arrivée avec à son bord 4 hommes cagoulés. Le premier est resté dans la voiture et les autres sont entrés dans le restaurant. Ils l'ont traversé et ils ont abattu Galante et 2 autres personnes qui étaient avec lui.
Quelques heures à peine après le meurtre de Galante, le chef d'un clan de la mafia a été filmé en train de féliciter un tueur travaillant pour un autre clan. Pour le FBI, tout laisse à penser que l'attaque a été commanditée par la commission. Durant l'année 1984, les enquêteurs continuaient d'amasser des preuves. Le 15 mai, pour la première fois, ils réussirent à photographier les parrains de la pègre se rendant à une réunion de la commission à Staten Island, au sud de New York. Pendant ce temps, à Long Island, Tony Corallo et Sal Avellino continuaient de se livrer à leur séminaire quotidien sur les principes de la mafia. Si quelqu'un tente de se rapprocher de nous, on le tuera. Le mouchard, placé suite à la collaboration de la famille Kubeka, révélait désormais tous les secrets du contrôle de la pègre sur le ramassage des ordures. Pour le moment, en tant qu'association, on contrôle les patrons, n'est-ce pas? Et maintenant qu'on contrôle aussi les employés, les patrons nous obéissent encore plus. Parce qu'ils ont encore plus peur qu'avant, n'est-ce pas? Un syndicat puissant doit permettre à tout le monde de gagner de l'argent, y compris les affranchis. Plus le syndicat est puissant, plus il gagne de l'argent. Pour l'instant, tout se passe bien, et je touche du bois pour que ça continue encore comme ça, encore 15 ou 20 ans. En réalité, le temps était compté, et pas seulement pour Tony Corallo et Sal Avellino, mais pour toute la hiérarchie de la mafia new-yorkaise. Le 5 février 1985, la police passa à l'action. Nous assistons à la plus importante arrestation de chefs de la pègre depuis 30 ans. 5 parrains de la mafia ont été arrêtés et inculpés à New York. Ils sont accusés d'être à la tête des 5 plus grandes familles du crime organisé, ainsi que de la commission qui dirige les activités criminelles de la ville. C'est un grand jour pour les autorités et sans doute un des pires pour la mafia. Cette affaire met en cause plus de parrains de la mafia qu'aucune autre ne l'a jamais fait. En tout, 9 des plus puissants gangsters de New York furent arrêtés, dont Big Paul Castellano, le chef du clan des Gambino, Fat Tony Salerno, chef du clan des Genovese, Carmine Persico, dit le Serpent, chef du clan des Colombo, ainsi que Tony Duggs Corallo, chef du clan des Lucchese. Les autorités avaient mis un coup de pied dans la fourmilière, et les parrains se retournèrent rapidement les uns contre les autres. Le 16 décembre 1985, Paul Castellano, chef du clan des Gambino, s'est rendu dans un restaurant de Manhattan. Libéré sous caution en attendant son jugement, il n'était accompagné que d'un seul garde du corps. L'assaut fut commandité par un rival du même clan, profitant de sa position de faiblesse pour prendre le pouvoir à son tour. Mais pour le tribunal chargé de l'affaire, cela signifiait une personne de moins jugée. Les 8 accusés restants furent jugés 9 mois plus tard pour des faits très variés comme l'extorsion, le racket syndical et pour avoir commandité des meurtres. Les enregistrements de la Jaguar étaient un des éléments majeurs de l'accusation. Les conversations, captées grâce à ce mouchard,
étaient d'une importance considérable. Parce qu'ils ne parlaient pas seulement de l'argent qu'ils avaient touché, même s'ils en parlaient aussi, mais ils parlaient surtout de l'organisation même de la mafia. Ils parlaient des rôles que jouaient leurs associés et des boulots qu'ils faisaient. Ils ont décrit en détail tout le fonctionnement de leur organisation et entreprise. Tony Corallo était en mauvaise posture et son avocat le savait. Être confronté à un témoin qui se trouve en face de vous est une chose. Mais comment lutter contre l'enregistrement de sa propre voix? Pouvez-vous nier ce que vous avez dit? Le procès commença en septembre 1986 et la défense fit rapidement une étonnante concession. La décision, qui a rapidement été prise, à l'unanimité par tous les prévenus, était de reconnaître l'existence de la commission. Ils ont donc admis que la commission existait. De toute façon, ils ne pouvaient pas nier plus longtemps, vu que les enregistrements auraient prouvé le contraire. Admettre l'existence de la commission revenait à admettre l'existence de la mafia. Les prévenus venaient de briser la loi du silence, l'omerta. Mais un avocat de la défense tenta de trouver une porte de sortie, en prétextant que la mafia n'était pas une organisation criminelle. Il a commencé par dire « Oui, la mafia existe bel et bien. Et alors? Quel est le problème ?» Et c'était sa défense. On savait qu'ils étaient à court d'arguments. Les prévenus nièrent toute implication dans le meurtre de Galante, et d'après eux, ce supposé racket était un arrangement consenti. Mais ils furent confrontés à une montagne d'éléments prouvant le contraire, comme des témoignages d'indiques ou d'agents infiltrés, des vidéos de surveillance, et par-dessus tout, de longues heures de conversation enregistrées à leur insu. Tony Corallo semblait résigné à son destin. Corallo s'est assis stoïquement comme un homme qui attend sa punition. Et je pense qu'il voyait aussi les choses comme ça. En s'écoutant parler aussi ouvertement, comme il l'avait fait dans la voiture, il s'était mis dans une position très embarrassante. Et je pense qu'il a vécu ça comme une partie de sa punition. Il m'a dit « Ce qui doit arriver, arrivera. Tentez simplement de faire de votre mieux. Parce que ce n'est plus qu'une question de temps. » L'audience dura seulement 10 semaines. Et le verdict tomba le 19 novembre 1986. Aujourd'hui, la Cour de justice fédérale a condamné un groupe de gangsters accusés d'être les grands patrons du crime organisé aux États-Unis. Après la lecture des premiers chefs d'accusation, quand on a su que tout le monde avait été condamné pour quelque chose, on savait qu'on avait gagné. Mais ce qu'on ne savait pas encore, avant d'attendre une vingtaine de minutes pour avoir la fin du verdict, vu le nombre d'accusations, c'est que nous avions gagné sur toute la ligne. Ils ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Et à un moment, un des accusés s'est même tourné vers son avocat et lui a dit « Ça ne s'arrêtera donc jamais ?» Le gouvernement a mis en examen Anthony Tony Dux Corallo, Carmine Junior Perseco et Anthony Fat Tony Salerno pour avoir été à la tête de la mafia. Et après 6 jours de délibération, le jury les a reconnus coupables, ainsi que 5 de leurs associés, de diriger une organisation pratiquant le racket et l'extorsion. Je pense qu'il va falloir un moment pour remplacer le genre d'organisation que ces hommes avaient mis en place. Les juges ont fait pleinement usage de la loi RICO pour distribuer des peines exemplaires. Le juge Owen les a tous condamnés à 100 ans de prison. C'était sa façon d'adresser un message à ceux qui comptaient devenir les nouveaux chefs de la mafia, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. 100 ans de prison. Cette sentence est un coup médiatique. Elle ne dessert en rien les intérêts du public. C'est disproportionné. C'était une façon de dire à tout le monde qu'il n'y avait plus de raison d'avoir peur de ces personnes-là. Pendant plus de 50 ans, la mafia a prospéré à New York et dans tous les États-Unis.
Elle était omniprésente dans la société américaine. La mafia s'était infiltrée dans des secteurs légitimes de l'économie, et elle incarnait même une certaine forme de charme et de mystère. Mais cette époque était révolue. À mon avis, ça a été un des tournants majeurs pour le crime organisé. Parce qu'à partir de ce moment-là, tous les membres de la pègre ont compris que personne n'était à l'abri, y compris les chefs. Les dirigeants de l'organisation ont été neutralisés, envoyés en prison. Tous leurs secrets ont été révélés. Et toute l'expérience accumulée pendant des décennies d'activité criminelle fut une perte pour la mafia. Ce qui rend le crime organisé, c'est justement son organisation, la capacité à communiquer les uns avec les autres. Et lorsque vous démontrez de façon évidente que la communication peut être dangereuse, cela limite rapidement le champ de manœuvre des criminels. Mais bizarrement, un dossier ne fut pas traité en même temps que les autres par le tribunal. Celui de l'affaire des déchets de Long Island, là où tout a commencé. Car selon les procureurs, cela aurait alourdi la procédure. Sal, Avellino et ses associés furent donc jugés séparément par un tribunal bien plus clément. Le juge a condamné Avellino à des travaux d'intérêt généraux. Et il l'a autorisé à faire ces travaux par quelqu'un d'autre. Personnellement, j'ai trouvé cette sentence absolument scandaleuse. C'était une blague. C'était ridicule. Mais la mise en examen d'Avellino eut une terrible conséquence. Désormais, tout le monde savait que Robert Kubeca avait joué les informateurs. Robert était furieux parce que son nom était censé rester secret. Il se disait, j'ai mis ma vie en danger pour vous, les gars. Et maintenant que mon nom a été révélé, vous tapez juste sur les doigts d'Avellino? La mafia contrôlait toujours la collecte des déchets de Long Island et continuait d'intimider la famille Kubeca. Entre 1986 et 1989, les menaces ont continué. Ils s'en prenaient toujours à leurs locaux et à leur équipement, ainsi qu'à leurs clients. Rien n'avait changé. Furieux, mais renonçant à abdiquer, Robert et Donald élargirent leur coopération avec les autorités en rentrant en contact avec de nombreux enquêteurs. Cette stratégie était risquée. Le 9 août 1989, Robert Kubeca reçut une série d'appels téléphoniques. Il y a eu 3 appels. Les 2 premiers étaient des menaces déguisées et le dernier était une menace de mort. Ils informèrent la police. Mais quand Donald rentra chez lui ce soir-là, il ne semblait pas inquiet. Il m'a dit, c'est bon Cathy, ne t'inquiète pas. On a appelé la police et on a parlé aux mêmes personnes que d'habitude. Ça fait des années qu'on les connaît et ils nous ont dit qu'on n'avait pas de raison de s'inquiéter et que je pouvais retourner travailler demain matin. Et malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Le lendemain, comme tous les matins, les 2 hommes arrivèrent au bureau dès l'aube. Robert fut touché à 3 reprises et laissé pour mort. Il parvint tout de même à appeler une ambulance.
mais il succomba le jour même. Donald, lui, fut tué sur le coup. Lorsque Cathy fut prévenue que son frère et son mari venaient d'être victimes d'un accident, elle se précipita au bureau. Un officier de police est venu vers moi et il m'a emmené dans sa voiture pour me dire ce qui s'était passé et pour me demander si j'avais une idée de qui avait bien pu faire ça. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une personne dont j'avais entendu parler depuis des années comme une menace pour notre famille, et c'était Avellino. Il m'a dit que c'était sûrement lui. Débarrassée de Robert et de Donald, la mafia se montra impitoyable envers ce qu'il restait de l'entreprise familiale. Après leur décès, on a voulu sauver l'entreprise avec les autres femmes de la famille. Mais tout ce qu'on a pu faire, c'était de regarder la mafia se comporter en véritable vautour et nous dévorer vivants d'un point de vue commercial. On a dû mettre la clé sous la porte en l'espace de quelques mois. Le service de lutte contre le crime organisé fut reconnu coupable d'avoir manqué à la sécurité de Robert et Donald Kubeca. Mais les autorités étaient enfin prêtes à s'attaquer au pouvoir de la mafia à Long Island. En 1993, Anthony Gaspi Picasso, le successeur de Tony Corallo à la tête du clan des Lucchese, fut arrêté. Afin d'obtenir une réduction de peine, il accepta de collaborer avec la police et reconnut le rôle de son clan dans le meurtre des Kubeca. « Ce gars-là était une balance, dit Casso. Et vous savez ce qu'on fait des balances? On les tue. » En 1994, Sal Avellino fut condamné à 10 ans de prison pour son implication dans le meurtre des Kubeca. Aujourd'hui, à Long Island, la collecte des déchets n'est désormais plus sous l'influence de la pègre. De manière générale, la mafia n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le procès de la commission, déclenché grâce à la famille Kubeca, fut le début d'une grande série d'enquêtes dans le cadre de la loi RICO, dont les conséquences seront désastreuses pour la mafia. Ces gars-là ont été réduits à retourner faire du petit trafic dans la rue. Il faut qu'on les tue. S'ils s'approchent trop près de nous, on les tuera. Mais le plus important est que les informations rendues publiques sur la commission et sur la mafia ont permis de détruire son image glamour et mystérieuse. Ces gens-là n'étaient pas des génies, ni de grands stratèges. Ils avaient même du mal à se comprendre les uns les autres. C'étaient avant tout des gens très simples et incroyablement bornés. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Laisse-le se plaindre à Fat Tony. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ces tueurs? Quand on écoute leurs conversations, on se dit que c'est impossible que des personnes ayant si peu de jugeote aient pu contrôler autant de choses et gagner autant d'argent. Mais l'histoire de la famille Kubeca marquera à jamais ce dont la mafia était capable, ainsi que du cynisme, de la cupidité et de la brutalité sordide qui faisait partie de son quotidien. Pour moi, la mafia a tout simplement brisé ma vie. Ces gens-là sont animés par le pouvoir, l'avidité et la violence. Ce sont des tueurs sanguinaires avides de pouvoir. Ce sont des monstres. J'ai perdu mon mari et mon frère, deux hommes qui représentaient tout pour moi. On gagnait notre vie honnêtement et ils nous en ont empêchés.